Okay, thank you very much, everyone, for being here. We're going to start this session that it's about training, partnership, and multidisciplinarity. We're going to see different experience all around the world, as usual in other, also seen in other sessions, and different ways of developing these training activities. We're starting with Magdalena Kenza, Miguel Pereira Mendes, and Jean-Marie Letiec, with the experience of full immersion nella terra, teaching earth building by sharing experiences. Thank you. Good afternoon. So we are sharing this presentation in two. Miguel was too shy to join us. I'm going to recall what happened and how we came to... je voulais parler français, excusez-moi. J'ai fait un tout petit rappel pour dire d'où on a commencé à faire ce workshop. On a commencé depuis longtemps, c'était les années 2000, non, 2000 et quelques ans, 2001, 2002. C'était juste après qu'on a eu la possibilité de participer à la chaire UNESCO. Et on a commencé avec un lien de l'université, d'une association locale qui s'appelle Associazione Città della Terra Cruda. C'est une association de municipalités avec laquelle l'université a un très bon lien, même maintenant. Et en plus, on avait, ajouté dans notre bateau aussi des entreprises. Et ça a bien marché pendant toutes les premières années. Et c'est là qu'on a commencé aussi à partager les actions de formation ensemble. Et on a commencé justement à l'école bâtisseur de Cagliari. Nous, on est en Sardaigne, on est basé en Sardaigne. Et l'université dont je parle, c'est l'université où je suis, l'université de Cagliari. Et l'association est basée à plus ou moins 30 km de la capitale. Et, je disais, on a commencé à l'école bâtisseur avec nos étudiants de l'université, mais aussi avec des jeunes ouvriers qui ont été formés à la fois sur la construction inter. On a fait des tout petites actions avec une dizaine d'étudiantes à chaque fois, à chaque session. Et on avait plusieurs sessions par an. Et puis après, on a transféré cette formation carrément dans l'université et on a engagé nos étudiants au début aussi à l'école bâtisseur et puis après dans un endroit, dans un local, dans un bâtiment qui était en construction à Serrenti, s'appelle le village. Et c'était une des premières bâtiments bâtis en terre en Sardaigne. C'était un projet pilote à la fois. Et on a commencé au début avec Wilfredo Carrasas. Il est venu plusieurs années. Et Alba aussi. Et ça, à partir des années 2006, 2007, 2008. Ces premières expériences sont des expériences créées pour engager l'université, bien sûr, mais aussi les professionnels et aussi les ouvriers. Et on a réussi à mettre tous ensemble dans une expérience qui était vraiment un échange important pour nous. Nous, on est en réalité très petite et cet échange nous a donné la possibilité de voir la construction inter dans des points de vue plutôt différents. Et à partir des années 2000, on a continué à faire cette expérience et on s'est fait connaître aussi. Et finalement, on a internationalisé le workshop.
Ici à gauche, c'est un workshop qu'on a fait avec des Algériennes, avec un lien avec ça s'appelait comment, le Festival Architecte d'Alger et avec Yasmine Terki. Et puis après, à partir de là, en fait, on a commencé à voir des participants qui venaient de très loin quand même. On a eu je sais pas, des professeurs qui venaient de New York ou de Gênes ou même du Japon. Et pour nous, c'est très important parce que ça nous a donné la possibilité de sensibiliser les gens, les citoyennes sardes, sur le patrimoine local qui, comme ça passe un peu partout dans le monde, est pas tout à fait reconnu. Donc, je suis Jean-Marie Letiec, bonjour. Je vois que tout le monde dort. Est-ce que, est-ce que tout le monde est chaud? Non, je voulais enchaîner du coup sur ces départs. C'était le lancement du festival workshop euh, Full Immersion nella Terra. Moi, j'avais une expérience en France d'organiser des workshops avec Patrice Doigt, toute l'équipe de Cratère, l'école d'architecture de Grenoble, avec des workshops assez incroyables en termes de participants, de l'enfant qui est en classe de maternelle, le petit enfant, jusqu'aux professionnels de la construction, que ce soit des maçons ou des architectes. Et j'avais eu la chance, comme Madalena et Miguel notamment, parce qu'on était très nombreux, à participer avec Yasmine Terki à Architer, qui était un petit peu un enfant de Grain d'Isère en Algérie. Et moi, quand Madalena m'a demandé si je pouvais participer à Full Immersion nella Terra, j'étais évidemment enthousiaste, parce qu'il y avait des enfants de mon âge, déjà. Et on a eu pour nous une grande responsabilité à ce moment-là, dans les premières années, dès 2017, avec un objectif qui était de former, sensibiliser les, les, les élus, donc la partie politique des villages, des villes sardes, et aussi les techniciens des municipalités, ceux qui interviennent sur le patrimoine. Donc les premiers participants en 2017, c'était, on voit peut-être sur la fiche après, non, on voit pas. C'était des professionnels, beaucoup, et un petit peu d'étudiants, les étudiants de Madalena de l'université. On voit qu'il y a eu, alors ce que disait Madalena tout à l'heure, il y a eu un échange dans les formateurs. On a généralement entre 7 et 9 formateurs par session. On est assez nombreux par rapport au nombre de participants, des formateurs qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et ça, pour nous, c'est le premier échange déjà. Comment est-ce que on échange sur la façon de transmettre, sur la façon d'enseigner, sur la façon de s'approprier aussi les techniques de construction, de la matière jusqu'à la pratique. Après, c'est un workshop qui est assez court dans la durée. C'est un défi de faire un workshop en 5 jours où il y a à la fois une sensibilisation sur la matière, avec le test Carasas, avec la mallette pédagogique sur les grains, comprendre la matière. Ensuite, on fait de la pratique. De la matière, on transforme matériaux, adobe, pisé, enduit, terre allégée. Et en dernier jour, on a une visite du patrimoine. Donc on a un lien quand même toujours, même en 5 jours, de la connaissance, en tout cas
l'appréhension de la matière jusqu'à la construction, la réhabilitation. Donc, on voit que sur l'ensemble des années, 2017, 2018 jusqu'à cette année 2024, on en revient, il y a autant de formateurs, des assistants. Les assistants, pour nous, c'est aussi extrêmement important parce que c'est ceux qui vont continuer de transmettre. Ça peut être des étudiants en PhD, ça peut être des étudiants de master. Et ensuite, les participants. Les participants sont assez stables, à une année près où il y a beaucoup moins de personnes. Et les chiffres intéressants sont aussi ceux-là. C'est-à-dire qu'en 2017, 33 Italiens participent au workshop avec deux non-italiens. C'est pas italien, d'ailleurs, c'est étranger, non? Ah ouais, c'est non-italien. Migou, il a changé. Donc sur ces chiffres-là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'Italiens qui participent, donc et beaucoup de Sardes. Donc c'est vraiment c'est orienté sur la population locale. Et puis au fur et à mesure, malheureusement, la conclusion, donc là on voit les photos de différents workshops, l'assistance, l'émulsion qui se fait dans la joie, dans la pratique. Il y a des échanges évidemment entre les participants, les différents participants, que ce soit des professionnels, des architectes, des constructeurs, des élus ou des étudiants. Et l'académie, effectivement. Et jusqu'au design, on a tenté. Nous, on a évolué sur notre façon d'approcher aussi le workshop avec des tentatives de faire du design build, de petites constructions, d'intervention sur le patrimoine directement, avec des moyens très limités en termes d'argent. Una minuta. Voilà, donc les conclusions rapidement, c'est que l'évolution du public au fil des années s'est déplacée au début beaucoup professionnel, sarde, et puis en fait, il y a eu un investissement des élus locaux qui s'est un petit peu désintéressé, hein. Je ne sais pas si c'est désintéressé, mais en tout cas, ils se sont désinvestis de l'implication. Ils ont arrêté d'envoyer les techniciens du patrimoine, les techniciens des municipalités. Par contre, les jeunes générations de professionnels, d'architectes, eux, ont été en très forte demande d'appréhender la matière, le matériau, le patrimoine, avec des matériaux bio et géosourcés. Donc, avec un intérêt grandissant évidemment sur l'environnement, sur l'évolution des pratiques. Et donc, ils sont de plus en plus nombreux à avoir toqué à la porte pour participer au workshop. Et dans les dernières années, grâce au programme Erasmus, on a un partenariat entre quatre universités, 5 avec celle de Cagliari. Donc, c'est l'évolution. Voilà. Un des objectifs, c'est de revenir, grâce à cet apport d'intérêt de partenaires étrangers, à réintéresser les élus locaux pour pouvoir continuer de faire évoluer le patrimoine local. Et voilà, la dernière slide. L'équipe de formation avec tout. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu une intention de mixer les participants, il y a une intention de participer, de réunir des formateurs. Et dans cette logique-là, il y a aussi un roulement des formateurs. Et donc, on était très nombreux, avec la liste incroyable. Bah, C'est tout. Bon. Merci. C'est pas que. Merci, Mada Jean-Marie. Well, it's very interesting all the changes and different perspectives to approach these training programs and how you have been adapting in so many years. So now we will have a contribution that it's pre-recorded. It's okay, good. So it's a contribution from Fatiha Pauline
that's called Beyond Function and Fabrics, building that brings back memory, tradition, and local craftsmanship. Hello everyone, my name is Fatiha Pauline. I am a practicing architect from Bangladesh. Today I'll be speaking about one of my projects called Rupgao. But before I start my presentation, I would like to express my deep gratitude to the organizer, especially the Grenoble School of Architecture in France and all the partners for providing me this opportunity to share my stories with you all. As I'll be speaking not only about the building, but also about the process and the people behind it. The title of my presentation is Beyond Function and Fabrics, building that brings back memory, tradition, and local craftsmanship. As you can see, the project Rupgao is situated at a village called Rupganj in the district of Narayanganj in Bangladesh. It's only an hour drive from the capital city of Dhaka and can be accessed by Purvachal Expressway on the east and Jatrabari on the west, connecting by Rupshi Kanchan Road. Here is the map of Bangladesh on world map, and you can see the Narayanganj in Bangladesh. And here is the location map of Rupganj. As you can see, it's surrounded by all green, and from the land use map, you can see only some 2-street or 1-street building along the road. And so the yellow one is marked, the yellow one is the building and the green is the surrounding site. So Rupgao is a knowledge exchange center situated at Rupganj, and it's an eco-friendly learning center where people can learn different life skills close to nature. The project is kind of a tribute to the diverse traditional building technologies and the local craftsmen of Bangladesh. In Bangladesh, we have a lot of rain. It's really very green, and there is all kinds of natural materials like bamboo, palm roots, earth, straw, different kinds of leaves like nipa palm, long grasses. And we tried to assemble these natural materials and the skills of the local artisans in this project. So here again, you can see the site, and beneath the site here is the front elevation of Rupgao. You can see some bamboo planks and some concrete columns as well. So we try to make them on site so that we can keep the bamboo away from the water during monsoon. The interior is also made up of bamboo planks and bamboo mats. Also, the furnitures were also assembled with the pieces of bamboos left during the construction. One of the major attraction of the project is a circular stairway. You can see them in detail later. And we have another regular staircase for the main building. And here is another glimpse of the project. So as the site was a rectangle piece of land, starting from the land and one step down from the road, and then another step here to the paddy field and a marshland, we tried to use maximum space without cutting the trees or harming the natural environment. So if we have a look to the program, you can see in the level 1, you can access it with a ramp. And here you can see the administrative or the office room. And all together, these 3 rooms is a kind of a multi-purpose hall, which you can use separately or all together as an elongated space. And then the main staircase. After the staircase, we can see separate toilets, and then again the dining room, and this open space is our open kitchen, and here is the store.
At the end of the building, we have an amphitheater and the circular stairway. So from the circular stairway, you can access to the second level, and from the left-hand side, the first room is used as a meditation room, and then all the rooms are basically accommodation that can be used during residential training. Here is a typical elevation of the building. As you can see, there is a lot of open spaces in between the rooms, and also as the windows are operable, so it can be kept wide open during daytime to have ample ventilation and lighting. The main idea and concept behind the project was to honor our original vision of constructing an environment-friendly establishment while minimizing our impact on the environment. We made a conscious decision to embrace the rich tradition of utilizing sustainable resources prevalent in the neighborhood. For example, all the bamboo or the palm trees were collected from the same village, and we also engage the local craftsmen to prepare the bamboo mats and this bamboo jali to make the different building components. The surrounding houses, you can also, whenever we go for site visit, there are still some mud houses and also some bamboo structures which we wanted to cherish and preserve for the next generation. So, inspired by this local tradition, we embarked on a mission to create a structure that harmoniously blends with its natural surroundings. So on my right-hand side, you can see one of the artisan, Rauf Mia. He was the head of the carpenters. Actually, he was measuring the trench for foundation. And here you can see all the concrete columns we have made on site. And here you can see them trying to install the columns on the columns on site. So we also at first we were having difficulty to group them together as a bundle of columns. So we placed a piece of wood to keep them together, and then bind with ropes like this. The entire framework of the building that was installed with skilled craftsmen like him, who meticulously assembled and bound it using locally sourced ropes. So no nails was used in the project. This deliberate choice not only preserved the cultural and aesthetic integrity of the structure, but also showcased the expertise and artistry of the craftsmen involved. By relying solely on traditional binding techniques and local ropes, this project thus achieved a seamless fusion of sustainable materials and timeless craftsmanship, resulting in a truly distinctive and captivating environment for visitors to experience. For the floor, we have use different pieces of bamboos together of kind of equal sizes and covered them with earth and a straw mixture like in the Waterland Up system. While a group of carpenters were organizing the bamboo one after another with somewhat equal head and tail, and then tie them up with sliced bamboo and rope. Another group of artisans were busy preparing the mud mixture with a straw and water, and then keep them for a few days for fermentation before applying on the floor. As you can see, when the first coat dried up, we have a lot of cracks, and gradually we smooth them with trowels and water. So approximately three layer of earth were placed, and then we applied another 3 or 4 layer of liquid earth mix to get the finishing. The whole structure
wonderfully committed to preserving traditional craftsmanship. These bamboo building features like columns or beams, purlins or lintels and brackets sets connected by tenon joints, a flexible and earthquake resistant method. This approach not only ensures structural strength, but also reflects an inherited understanding of nature and interpersonal relationships. Hence, you can see here is the jali or lattice we make with bamboo. Behind the concrete posts, we have placed like 4 concrete posts and on the lower level so that we can keep the bamboo out of water during flood or monsoon and tie them with pieces of bamboo to construct the upper level. And here is the void space between the dining hall and the store. Later, we converted it as a open kitchen. So you can see here all the wise artisans grouping together and consulting about the project before we start the construction. We made a sketch and we consult with them how we can make it using their wisdom and their traditional knowledge. Here is a scale model as well. You can see they were discussing how it can be made. So, and also one of them were polishing the bamboos and cleaning them and making the walls with the bamboo. Another one is playing with mud with he's smoothing the floor with a trowel, water jar, and here some cotton clothes for finishing. So local craftsmen were consulted and appointed in every phase of the construction from beginning to end. Several consultation meetings were held in the design phase as well with the scale drawings and model. During several site visits, it has been recognized that there are several earthen buildings in close proximity to the site. So we tried to revive them and we tried to preserve them for the future generation. So main idea of the project was to enhance those traditional ecological knowledge and make a learning center that can reflect the local wisdom. Before we start the project and also after finishing them, different groups of people like students, people who want to make their own home are visiting the place, and we have been organizing different workshops, so disseminating what we have been learned. Here you can see we have performed different batches of Kajas test. Here students are students are playing with the marks to sieve them with filters, and here they are trying to break them into small pieces. And here we can see they're playing with the clay balls, and one is preparing the clay mixture to apply on the wall. And you can see all the wooden frames we made to teach them how to make adobe or sun-dried bricks. And here is another group practicing rammed art. So this place became kind of institutions which can promote earthen architecture and all types of natural building process and technologies available in different parts of Bangladesh, and also the best practices from around the world. So here are some posters from our workshops that we are continuing to disseminate the knowledge. Some of these workshops are to disseminate just what we have learned from the local artisans. Some covers different technologies of earthen buildings, and some are design build workshops to make dwellings or institutions like Rupgaon. Thus, Rupgaon became an unparalleled knowledge exchange center for earthen architecture and reviving traditional ecological knowledge beyond forms and fabrics. Hope you enjoy my presentation, and if you have any question, please go ahead with the questions. I would love to answer anything, or any comment is welcome. Thank you very much.
Thank you for your attention and time. Thank you, Fatiha. She's online, so at the end, if there's any question, you may do to her. So, great. Now we welcome Felix Hilbert that presents the presentation One-to-One Education and Multidisciplinary at ETHZ, Kiel Tower Cham. Yes, I hope you can hear me. My French is not very good. That's why I'm speaking in English, and thank you for the translators to translate in all the languages. So you do a great job up there. Thank you so much. Yes, I am focusing a little bit more on projects or on one specific project than on the teaching. I realized that this is a little bit different to the other presentations that I've seen before. Yes, I will talk about this project and why we have done it, or why ETH Zurich is now also gaining more and more interest in working with natural materials, or and especially in earth. Switzerland has also a history, a forgotten history in building with earth. This is the highest earth building in Switzerland that we know. It's 5 stories, 15 meters, but probably not even the people that are living in this house know that it's earth, because it is plastered. Plastered mainly because of the reasons to hide the earth, not that it's not practical, to hide it, to not show it, because it was the material of the poor, as well as on all matters around the world. I'm coming from this Studio Bolzhauser. We are located at the ETH. Mr. Roger Bolzhauser is the professor of this chair, obviously. He is well known for this project and also other projects that he has done 20 years ago together with Martin Rauch. Then the last 10 years, not much happened with Earth, and through now that it is more interesting to build more and more sustainable, he's coming back, or came back, to this material massively in the last 5 or 7 years, and it's in all of his projects at the moment. And and obviously also in his teaching, and I will come to this. Why is that? We have, as you know, in especially in Europe, we use a lot of sand, and it's all in the media now. I thought it is interesting to acknowledge that we use sand as much as we use drinking water. I see a lot of bottles around, so every time you sip a sip of water, you can also realize that we sip a sip of sand. And in Switzerland, this is a map of Zurich. It shows, is this here? Is this possible? Yes. Okay, this is, let's say, the city of Zurich. We excavate 4 million cubic meters of material, of excavation material. At the same time, we bring 4 million cubic meters of material into the city. And I think it's very arrogant that the most of this material is going into landfill. This is exactly where our circularity is not happening. And this is where we need to work on. And that's what we are doing. And this is a Monday morning on a gravel pit north of Zurich. We have 40 trucks lining up, waiting for 2 hours to dispose of this excavation material. And I think that's pure arrogance, and that's what is getting me awake every morning to work on. And we did that, and we are not doing it alone. We're doing it in multidisciplinary with a lot of people. And I saw that here in your presentations. But I think it's also very important to not only show it to students, that we also engaging other specialists, other companies, big companies, other experts to make things happen. And
this happened in the last 5 years. It started with this little project that 2 students from the EPFL Lausanne designed. We were able to build this structure. It is, from what we think, the first pre-stressed earthen wall. You can see 2 screws, we always say. Here's one, and there's one, and that screw this wall at the foundation from top to bottom. And we wanted to keep on working with our students on this topic, and we were able to build another student project from Robert and Regina that was established at the TU Munich, or designed at TU Munich. And then we took it along with a huge multidisciplinary construction and cooperation with a lot of companies that were willing to cooperate. And these are companies, construction companies, but also obviously people that gave money, officials, and it shows how many people you need in order to have a project done. All of you know that, but this is what was asked in this panel here, to talk about multidisciplinary. And we have a variety, or had a variety, of people involved. Obviously, very important to have students involved that made the design and also worked on the design later on in the office of Boltzhauser. The student design was a student design and had to be worked on a little bit longer in order to make it feasible. We did it. We made it into these construction plans. We produced these production plans. It is basically an exhibition room where you can exhibit for a Brickworks museum. You also have a little kiln at the end where you can burn bricks, because it is a museum that is taking care of the history of brick burning. They also needed an oven again where they can burn bricks. And yeah, we made these plans together with students and experts. And as you can see, we also put in the pretension again. So we have these cables running from the top to the bottom, reassuring this project not to collapse during wind or earthquake. And this is the calculation of the engineers. Another very important role in our multidisciplinary is not only architects and students, a structural engineer that is doing the calculation and is willing to do these calculations and finding solutions with you. So we are putting an extra load on these earth walls with the tension, and make sure that the resolution of this force is within the section of the building and not outside. So left side is the side without the pretensioning, and right side is the side with the pretensioning. We of course did renders and stuff and models even. This is a small scale 1:30 earth model to convince all of the stakeholders of this multidisciplinarity. We made these plans for production of the rammed earth elements. Then we produced with students and with my company these elements in a former cement factory, and prefabricating of elements. We also asked people to do presentations to teach these students a little bit more about it. And we made it. We made all of the 90 elements, but we didn't even have a permission to build with them. But of course, it was then a lot of pressure on authorities and other stakeholders to give us this permission. And we were lucky enough to get it then, but we were only able to get it for 10 years. And that's why we also made the rest of the building in that way that we can restructure it. So here you can see the prefabricated concrete foundations. We are able in 8 years, we hope, or maybe a bit longer, that we can take also these foundations out of the
out of the field and put it somewhere. So if you have a little bit of money left in 10 years and you want to have this building, you're very welcome to call me, and then we can put it in your garden. We put it together. It took us 3 weeks to put this building together. Everything is prefabricated, so to be very fast on site. We also used for the oven on the outside, at least, the TerraBlock stones, so unfired earth bricks. We did a lot of innovation as well with the wood. Turned out more or less good. We also learned and still learning a lot from this building, what we have done. And it's a very interesting process. And it's a very important process to get students together with experts and companies. Is a very fruitable work if you have a lot of people that are willing to cooperate. This is the graph that shows the pretension over time. As you all know, Earth shrinks and is a rather soft material. And but we are showing that this is stable after a certain amount of time. And we have also spring feathers, springs in the building that can take a little bit of the shrinkage of the material. Yeah, I think it's very important to have projects, bigger ones. We are talking about scaling up, and this is a bigger project that shows this multidisciplinary and also gains a lot of interest. Of course, it has won a lot of prizes, and we are very happy about it. And it's people coming from around the world to have a look at it. And this is where we want to go into future. We also see this process not finished yet. We are working on it all of the time. This is where we want to go maybe in the next 5 or 10 years. A multi-story rammed earth prefabricated house, probably combined, of course, with other materials. In that case, it was steel. The steel that you know from construction sites to close off the gravels at the pits. And of course, we want to use the earth as a storage for mass and for energy, and combine materials smart. And in that case, you also need for every material and for the combination of it, you need to have this multidisciplinary aspect. Thank you for your time. Thank you, Felix, and also thank you for sticking in the time. That's right. Great. So now we welcome Sayen Mossadegh Alili. Sorry, I don't know if I pronounced it well, from Afghanistan. He's talking about Afghanistan cultural heritage conservation and what role diaspora can play. Thank you. Bonjour, c'est un grand plaisir et je suis vraiment très honoré d'être ici aujourd'hui, de parler du patrimoine culturel d'Afghanistan dans un moment où le patrimoine culturel d'Afghanistan est en face d'un danger de destruction. Donc, comme la présentation est en anglais, je continue en anglais pour le reste de la présentation. So today I will talk about the cultural heritage of Afghanistan and its conservation in this very particular moment. So with an introduction, I'll briefly present a few monuments of Afghanistan, and then focusing on some elements of modern architecture, and then the account of the current state of conservation, and then I'll conclude with the way forward, what we can do in the future. So I think my presentation today is more a wake-up call to everyone that to not forget
the cultural heritage of Afghanistan, which is in course of destruction and losing. As you may know, Afghanistan is a country with a rich and extraordinary history. And the cultural heritage of Afghanistan has suffered a lot during 3 decades of war in the past. And by the collapse of the Republic and the Taliban takeover of Afghanistan, once again, the cultural heritage of Afghanistan is in a very critical situation. So considering this situation of the cultural heritage of my country, to give you an overview of the cultural heritage of Afghanistan, I briefly present a few historic sites, which includes the two World Heritage Properties of Afghanistan, Bamiyan and Jam Minaret, and as well as the Nogunbat Mosque. I start with the Minaret of Jam. I'm sure most of you are already familiar with this minaret, which is the first monument of Afghanistan inscribed into the World Heritage list. The Jam Minaret was built in 12th century during the Ghuri dynasty, and with a height of 65 meters, is the second highest brick tower or brick minaret in the world after Qutub Minar in Delhi. Unfortunately, the minaret suffered a lot throughout its history, but recently, according to the information I have received from my local sources, there was a flash flood, and then during this flash flood, which was in May 2024, it had a significant negative impact on the minaret, and there is really a high risk of collapse of the minaret that you can see here in this in this picture. This is a picture that I have received just a few weeks ago, which was taken during the flash flood, and the two other pictures on the left are from 2022 during the implementation of a conservation project financed by ALIF. So coming to the element of earthen architecture in the minaret, so the earthen element is a main part of the construction of the Jam Minaret. So the clay and lime was used as a mortar for the construction of the minaret, and the main masonry corp is also covered by a clay plaster. And then all the monuments and archaeological remains around the minaret of Jam are built using earthen material. The second one in my list is the cultural landscape and archaeological remains of the Bamiyan Valley. I'm sure you all knew the Bamiyan Valley and the two giant Buddha statues. Every time when I see this picture, it reminds me of the tragedy of destruction of Buddhas of Bamiyan during the previous rule of Taliban. So the Bamiyan Valley includes a set of 8 archaeological sites, the most important of which are the Bamiyan Cliff. And among the sites inscribed on the World Heritage List, there are also the ruins of Shari Golgola, which is an Islamic archaeological site. The monuments were built probably between 8th and 10th centuries during the Ghurid and Ghaznavid period. Most of the remainings of the monuments in these archaeological sites are built using earthen materials. And the other one is the Shari Zuhak, which is also another site located in Bamiyan, which is a testimony of the fortification and architecture of pre-Islamic and Islamic period. Unfortunately, all of the archaeological sites in Bamiyan Valley are now threatened by lack of any site preservation policy and illegal excavation. Coming to the elements of earthen architecture in Bamiyan Valley, of course, being carved in an earthen cliff is the great example how the earthen architecture was important in the Bamiyan Valley. And then
85% of all the monuments in the buildings in the Bamiyan Valley are built using earthen material. And the earthen architecture is still in practice in Bamiyan. So the third monument that I am going to talk about is the Nogonbat Mosque, located in the Balkh city of Afghanistan, which is the first Islamic monument in the country. It's still not clear who built this magnificent building, but according to the sources, it was built during the 9th century. But unfortunately, today, except all the cupolas and domes of the mosque is collapsed. And as you can see on the right, a metal sheet is covering the ruin of the mosque, which was constructed recently by Aga Khan Trust for Culture in collaboration with DAFA, Délégation Archéologie Française en Afghanistan. And there was an old one, which was probably built in the 70s. So the Nogonbat Mosque is 80% constructed using earthen material, and different architectural methods were used in the construction of the monument. And according to the sources, for the first time, the building was totally built using earthen materials. But later on, they added some walls and some domes and cupolas on burn bricks. So with this, I come to an account of the current situation, that the aftermath of the Taliban takeover of Afghanistan concerns are not growing only for the already suffering, the long-suffering people of Afghanistan, but also for the cultural heritage of the country. So according to the information I have received through local sources, as a result of the suspension of law on the preservation of cultural heritage, the traffickers of cultural objects and treasure hunters became widely active. And as you can see in the pictures here, a great number of archaeological sites in Jawzjan, Kabul, Logar, and different provinces of Afghanistan has been so far looted and illegally excavated. So with this in mind, I was thinking that what we can do to preserve this valuable cultural heritage, and what the diaspora, the experts of Afghanistan outside the country, what role they can play. So taking into consideration this very critical situation of the country's cultural heritage, I have thought that as there is a great number of experts that left the country after the collapse of the government. So that this diaspora could play a role in regarding the better preservation of the cultural heritage of Afghanistan. So it resulted a proposal of establishment of Afghanistan Cultural Heritage Pool of Experts in Exile. So this expert could help in international organizations to stay updated about the situation, receive first-hand information and from the credible sources with regard to the cultural heritage of the country, and raising awareness and provide trainings to those present on the site. So the main objective of the ACHPEX, or Afghanistan Cultural Heritage Experts in Exile, will be to constitute a pool of experts, gather and organize documentation, remotely monitor what's happening in Afghanistan, and support the project if possible already during the Taliban government, and be ready to reconstitute operational national expertise when the situation becomes more favorable. So with this, I come to a conclusion, as there's a very time limit for, so I have only 2 minutes. So I will try to conclude in this 2 minutes that unfortunately, the Afghanistan cultural heritage in general suffered a lot during many decades of war and conflict, and the current situation of Afghanistan can be considered as a cultural disaster. As besides ongoing security in conflict, lack of proper policy for the preservation of the monuments and sites of Afghanistan, fleeing of experts, absence of free media, closure of international organizations, lack of awareness with regard to the importance and value of cultural heritage amongst the authorities in power, suspension of the law on the protection of
cultural heritage and usage of the monument for military purposes, and also looting and illegal excavations are amongst the main threats towards the preservation of Afghanistan cultural heritage. Therefore, considering such a situation in Afghanistan cultural heritage in danger of more damage and destruction, and if such a situation persists, Afghanistan could lose some of the monuments of great historic and architectural values. So to be able to protect Afghanistan's cultural heritage, it will be necessary to draw the attention of international organizations to the critical condition of the cultural heritage of the country and its urgent need of conservation. Furthermore, it will be also necessary to ensure an awareness campaign for the local population and decision makers on the value and importance of cultural heritage in order to encourage a feeling of national pride, but also for its responsibility for the protection, stabilization, and beyond the restoration and good use of this heritage for the benefit of the harmonious development of the country and for the generation in the future. So the aspects of Afghanistan cultural heritage in exile can play a major role with this regard. Therefore, I'd like to draw the attention of related organizations to help us establish this pool of experts and bring together all the cultural heritage experts in exile to join the efforts and take part to the preservation of Afghanistan cultural heritage in this very important and critical moment. Thank you very much. Just, if you can just update that picture again, just the last one. It's not there. If you can put it there. Yeah. So I just wanted to add that this picture in the background is from the first Afghanistan National Park. We call it Bandi Amir. It's a natural and archaeological park. But the reason why I put this in the background is that, unfortunately, when you see this, you may wish to visit this site and enjoy this beauty. But the Afghan women and girls are banned to visit these kind of natural beauties within the country. Thank you. Thank you. Thank you. And now we welcome Bakonirina Rakotomanonji that will present la chaire UNESCO, Architecture de terre, culture constructive et développement local, un réseau de 34 partenaires répartis sur 4 continents sur la diffusion des connaissances. Merci. Encore bonjour à tout le monde. Alors, dans mon intervention, je parlerai évidemment de ce que c'est une chaire, ce que c'est la chaire architecture de terre, de comment elle a évolué, ce qu'elle fait et les défis auxquels elle fait face aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est une chaire UNESCO? C'est une initiative de la division de l'enseignement supérieur de l'UNESCO qui a créé le programme des chaires en 1992. Leur objectif était de faire progresser un système intégré de recherche, formation et activité dans des domaines, et ceci en construisant des réseaux universitaires. Pour cela, il y a 2 dispositifs. Le premier, c'est être une chaire UNESCO, et le second, c'est être un réseau UniTwin. Quelle est la différence entre ces 2 dispositifs? Pour le premier, ce que nous sommes, c'est notre cas, l'accord est signé entre l'UNESCO et une seule institution. Pour le second, le réseau UniTwin, l'accord est signé entre l'UNESCO et plusieurs universités. Et qu'est-ce qu'elle fait, la chaire UNESCO, architecture de terre, culture constructive et développement durable? Bon, elle a été créée en 1998. Elle est portée par l'équipe de recherche Cratère au sein de l'école d'architecture de Grenoble. Son objectif est de diffuser les connaissances scientifiques, techniques et techniques au sein de la communauté internationale. Mais pour Cratère, qui porte cette chaire, il ne s'agit pas de se limiter aux connaissances à l'approche technique du matériau. Il s'agit, comme le disait Lazare, qui évoquait John Turner, un matériau n'est pas important pour ce qu'il est, mais ce qu'il fait pour la société.
Il s'agit d'adopter une approche holistique qui inclut des aspects techniques, économiques, mais également une approche sociale, culturelle, environnementale et de gouvernance. La chaire, elle vise à développer des contenus de programmes d'activités de formation, de recherche, d'expérimentation et de diffusion dans 3 domaines qui se nourrissent l'un l'autre, le domaine patrimoine, celui matériaux et habitat. Alors, le label de la chaire UNESCO a été est obtenu en démontrant, l'intérêt du sujet, et d'autre part, la capacité de l'équipe de recherche à le traiter, et ceci en accord aux exigences de l'UNESCO. C'est le fruit d'un important travail qu'il est important de retracer. Donc, c'est déjà dès 1979, des enseignants et des étudiants de l'école d'architecture de Grenoble qui fondent l'association Crater. Et depuis, Crater a développé de nombreux projets de recherche au niveau national, mais aussi international, notamment avec la construction d'une ville nouvelle en terre aux abords de Lyon dans les années 80, et aussi la participation à un projet d'aménagement à Mayotte qui a permis de construire près de 20 000 logements en 20 ans. Et puis en 1994, il a été lancé la formation Postmaster en architecture de terre. Et en 1996, le laboratoire de recherche Crater a été créé à l'école d'architecture de Grenoble. Donc, c'est fort de tous ces résultats que la chaire UNESCO a été créée en 1998. Mais dès 1999, Crater a décidé de constituer le réseau de la chaire UNESCO afin de soutenir les étudiants du postmaster dans le développement de formations à l'architecture de terre dans leur pays. Et ceci a permis d'aider la création de Earth Institute avec Sajprem Maini en Inde, au lancement des activités de formation en Italie avec Maddalena Kenza, aussi à des activités lancées par Elena Ochoa au Mexique avec le CIPTEV. Et le réseau, depuis sa création, s'est rapidement développé en intégrant au début et jusqu'à aujourd'hui des universités dans lesquelles il y a des anciens étudiants du DSA. Au début, on a également intégré dans le réseau des universités et des centres de recherche avec qui Crater menait des projets, par exemple au Burkina Faso, au Nigeria et en Ouganda. Mais autour de 2010, la chaire a décidé d'intégrer également des institutions qui comprennent des professionnels qui n'ont pas fait la formation DSA, mais qui sont reconnus dans le domaine, comme par exemple Wang Shu. Et puis aussi, un moment important, c'est qu'il y a tellement d'engouement qu'en 2012, et sous l'impulsion de Marcello Cortés, un réseau de 8 universités chiliennes a été intégré. Donc, c'était vraiment incroyable que 8 universités s'organisent pour porter dans un pays l'architecture de terre. C'était une initiative porteuse, compliquée au niveau de la coordination, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, aujourd'hui, le réseau, c'est 34 membres, comme vous le voyez sur la carte, 22 pays, 4 continents, et la moitié de ces membres comptent des étudiants du postmaster en architecture de terre. Nous allons rentrer un peu plus en détail pour savoir un peu ce que fait cette chaire et son réseau. Alors, tous les 4 ans, nous devons renouveler, pour renouveler notre statut de chaire, nous devons faire un rapport à l'UNESCO en démontrant la pertinence de nos actions vis-à-vis des enjeux globaux. Alors, en fait, Crater, avec la chaire et les membres du réseau, au fil des temps, on a accompagné autant la conservation des biens du patrimoine mondial que des architectures vernaculaires, et ceci afin de soutenir la diversité culturelle. Nous avons aussi apporté des réponses techniques, économiques et organisationnelles à l'échelle artisanale, mais aussi semi-industrielle, pour réduire l'impact énergétique du bâtiment, et ceci est pour faciliter évidemment l'accès à l'habitat pour tous. Enfin, nous sommes aussi intervenus dans le renforcement des communautés face aux crises et plus de moyens pour eux pour la reconstruction post-catastrophe. La chaire, elle est
UNESCO, elle est tout aussi importante pour les membres de la chaire UNESCO que pour l'UNESCO. Et on a fait des enquêtes auprès des membres pour savoir un peu ce qu'ils ressentaient. Selon les membres, la plateforme, elle est importante parce qu'elle facilite la collaboration et permet de bénéficier d'une expertise de pointe. Mais aussi, et peut-être c'est ce qui est très, très important, c'est que le label UNESCO assure une visibilité nationale et internationale et une reconnaissance des actions menées. Mais c'est important pour nous les membres, mais comme l'a dit Lazare, ce qu'on fait, c'est aussi important pour l'UNESCO. Parce que, en fait, ça contribue aux objectifs du développement durable, ça contribue à avoir des plus fortes relations entre le nord, le sud, l'est et le sud-sud. Et on l'a pu le voir avec les présentations faites par les membres de la chaire UNESCO. Au cours des années, les membres ont collaboré régulièrement pour des workshops et des conférences. Cette dynamique, elle est très, très forte au Mexique, où nous comptons 5 universités membres, où ils interviennent dans des conférences, font des workshops. Ces dynamiques de collaboration peuvent se voir aussi à l'échelle de la Méditerranée, comme on peut le voir sur ces images. Ces collaborations permettent aussi de renforcer les capacités. C'était la présentation dont a parlé Nouria tout à l'heure sur l'Algérie et le Cap-Vert. Ces collaborations permettent aussi de mener des actions de recherche qui sont financées et soutenues par l'Union européenne. On a eu plusieurs résultats qui sont affichés là et qui ont été présentés par Camilla et Fernando. Et la chaire, elle permet aussi de partager les bonnes pratiques, comme par exemple ce très beau travail que fait Moon Jun pour intégrer dans les pédagogies avec les étudiants, leur permettre de construire et de réhabiliter au bénéfice de la communauté. Les bonnes pratiques, les partages de bonnes pratiques, c'est aussi autour des stratégies de sensibilisation, comme par exemple avec le festival Architecture de Terre, qui est mis en œuvre depuis 2002 en France par l'École d'architecture de Grenoble et qui est décliné par nombreux partenaires dans leur pays. Et nous pouvons aussi évoquer comme bonne pratique la diffusion de la mallette élémentaire ou aussi les conférences sur YouTube qui sont mises en place par l'Université de Valencia. Alors, pour vous donner quelques chiffres, le dernier rapport qui couvre la période de 2020-2023 montre quelques progrès, mais en fait, ce n'est que 50% des résultats parce que seulement la moitié des membres de la chaire ont apporté leur rapport. Mais bon, peu importe, ce qui est important, c'est que nous avons réalisé 129 cours de formation universitaire pour plus de 4000 personnes dans 14 pays, 480 formations courtes pour plus de 6000 personnes dans 17 pays. Nous avons entrepris 52 échanges sud-sud et nord-sud, 134 projets de recherche, dont 110 projets nationaux et 24 projets multinationaux. Nous avons organisé 51 conférences auxquelles 14 000 personnes ont participé. On peut dire que Wang Shu a fait une conférence. Et ça aboutit à 7 000 publications. Et malgré tous ces beaux résultats, nous faisons face à de nombreux défis qui nous amènent à nous organiser pour y faire face. Alors, au niveau interne, il y a beaucoup de demandes d'intégration de la chaire. C'est une très bonne chose, mais quels sont les moyens que nous avons, nous, en interne, pour coordonner tous ces partenaires et assurer la qualité des résultats? Aussi, l'histoire nous apprend que la dynamique d'une institution membre est souvent associée à une seule personne ou quelques personnes qui n'est pas suffisamment soutenue au sein de leur structure. Et malheureusement, plusieurs partenariats se sont arrêtés au départ de ces personnes. Au niveau externe aussi, le fait est que le réseau est constitué d'universités et de centres de recherche. C'est super, c'est vraiment intéressant, mais cela limite les liens officiels qu'on a avec les artisans, les entreprises et les gouvernements et les communautés, alors que comme on l'a vu dans nos échanges, ils sont essentiels pour le développement de la filière. Mais pour faire face à ces défis, il y a peut-être des pistes. Au niveau interne, on pourrait peut-être envisager un comité d'organisation pour faciliter la collaboration au niveau régional. Aussi que les candidatures des nouveaux membres soient parrainées par les membres actuels.
Aussi, on pourrait mettre en place des thématiques de recherche prioritaires pour focaliser. Et aussi, on pourrait peut-être agrandir nos équipes en ouvrant à d'autres disciplines, parce qu'il y a beaucoup d'architectes, et aussi éventuellement à d'autres matériaux bio et géosourcés. Et au niveau externe, il faudrait vraiment qu'on renforce nos liens avec le monde professionnel et peut-être formaliser les collaborations avec les réseaux professionnels comme ICOMOS, ISKEA, Protera, Aster et j'en passe. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, et ces sujets, en fait, ils vont être traités dès le 5 juillet avec les membres du réseau de la chaire suite à cette conférence, parce que l'objectif est de s'emparer des résultats de la conférence pour, à notre niveau, essayer de participer au changement d'échelle. Et pour finir, nous tenons à remercier Patrice Douat et Hugo Aubaine pour avoir initié cette chaire, et à Hubert Guillot et Marina Trapeniers pour l'avoir portée pendant de longues années. Merci beaucoup. Well, great. Thank you all for the great presentations. And now we will open if anyone has any questions, comments. No, they're shy. Any remarks? Yeah, here. Thanks all. Can you hear me? No? Yes. Thanks all for very interesting series of talks. In particular, Bako, could you just talk about membership of the chair, applying for, etc., and so on? Because I know that we've one partner here that we've talked about them becoming a member, and I don't know how to advise. Don't you know? How do you become a member of the chair? So how you become a member? To be member of the chair, what is important is that you are doing already activities in the fields like training, research, dissemination, and application consultancy. We need members that are doing very well because we need the UNESCO to continue giving us this label. So we ask the people, the institution who want to become member to send an application saying what they have been doing the years before, maybe 3 years before, so that they can show their competence. We need also to know the CV of the people who are going to lead these activities, and then the committee decide if we can accept this institution. What is maybe difficult is that, as I said, this share is made to integrate for this dissemination of art and architecture, and also doing very good job. So it's very good to integrate the maximum, but it's also a challenge to have the best. And what is important to know is the best is not the same in different countries. The best in Madagascar cannot be the best in UK. And this is why the suggestion, we are going to talk about that during the meeting of the UNESCO chair, is we need local people to give advice, assess, again, say, okay, I think this institution is really doing well at E-scale, and we need to support it.
Did I answer your question? Other questions or remarks? Ah, there. Also, yeah. So here we have two. Merci. Bako, moi, ma question, c'est autour de la chaire UNESCO et la formation interne. Est-ce qu'il y a-t-il forcément un rapport entre la chaire UNESCO et l'architecture de terre ou le patrimoine? Parce que moi, j'ai vu des universités qui s'intéressent pas à l'architecture de terre, mais ils sont membres de la chaire UNESCO. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est pour ça que les membres, on souhaite que les membres déposent leur rapport d'activité qui est dû à l'UNESCO pour justement vérifier si elles sont toujours actives dans leur domaine et pour que ça soit normal qu'elles soient dans ce réseau. Donc, c'est un peu, je pense, de la responsabilité institutionnelle de chaque membre d'afficher et de faire ce qu'elle s'est engagée à faire en signant la convention avec l'école d'architecture de Grenoble. Je pense que c'est une responsabilité collective. Oh. Oui, moi je voulais j'ai juste une petite inquiétude par rapport à la charte des membres. J'ai vu que vous avez cité certains pays africains. On observe une timide intervention pour la participation des pays africains. Qu'est-ce qui fait que cette faible participation est observée alors que nous savons que nous avons un patrimoine très riche, qu'on devrait se réveiller, travailler et que ça n'arrive pas? Ça, c'est l'une des questions. Ma deuxième question, c'est pour l'Afghanistan, mon collègue de l'Afghanistan. Je suis vraiment ému pour ce que vous avez présenté. C'est un problème crucial qui subit aussi l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest, pardon, où le Sahel aussi a connu des moments comme ça, au Mali, ou un peu au Niger, même à la frontière avec le Nigeria et d'autres pays de Mali. Nous observons aussi cette timide intervention des pays qui peuvent faire c'est un problème politique, généralement qui est au-dessus des patrimoines. Comment vous envisagez dans des perspectives d'avenir à équilibrer cela par des institutions qui devraient apporter un appui fort politique pour ce genre d'actions, pour la réhabilitation, mais c'est surtout de la prévention, déjà parce que ça peut se répéter. Le monde est fou aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour cette très bonne question. Oui, comme j'ai mentionné, malheureusement, aujourd'hui, la plupart des organisations internationales, elles ont aussi quitté l'Afghanistan. Et aussi, les médias est contrôlé par les talibans. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le pays. Mais bien sûr, les organisations internationales, elles peuvent jouer un rôle, comme l'UNESCO, l'ECRAM et d'autres organisations internationales actives dans le domaine de la protection et de la conservation du patrimoine. Ils peuvent jouer un rôle. De ce que je sais, l'UNESCO, ils sont représentants en Afghanistan. Donc, ces représentants de l'UNESCO et ils peuvent aller voir les autorités locales, les autorités nationales et les membres du ministère de la Culture, de facto ministre Culture du Taliban, de parler avec eux et de partager en fait, the concerns about the actual condition of the cultural heritage of the country, and then to encourage them
pour les encourager de protéger le patrimoine culturel si important de pays. Merci. Oui, il n'y a pas assez d'institutions africaines. Vous avez tout à fait raison. Mais c'est aussi peut-être, c'est pas pour nous excuser, hein, mais c'est aussi peut-être, il faut le comprendre par rapport à la politique des pays et des dynamiques des pays. Si en 2000, il y avait plus d'intérêt pour l'architecture de terre avec le développement des BTCS, et qu'il y a eu de l'adhésion, les universités sont venues vers chez nous en disant on veut faire de l'architecture de terre. Donc oui, elles désirent être adhérées au réseau. Après, il y a eu une baisse d'intérêt peut-être pour ce matériau, mais il est certain que depuis 3-4 années, il y a une forte montée d'intérêt et de dynamique, notamment au Sahel, au Sénégal, et que donc c'est plutôt un appel à, oui, relançons, renouvelons ces accords avec les institutions africaines qui ont besoin de beaucoup de soutien. Merci. I just wanted to add something. After my experience, the Chair UNESCO has been a full success for many of us. I wouldn't be here if there wouldn't have been the Chair UNESCO and the sustain of the chair and all the people that rotate around it. I know that for many of us, the experience has been equal. And to come back to Africa, Africa doesn't have really a big voice in this world. And it's a pity because you have a colossal heritage, very beautiful one. And this is also why, and excuse me, I take this chance to spread that information, make some publicity. We are organizing as ISKIA and as together with 5 more ICOMOS scientific committees, an event in Kenya, in Mombasa, and it will be in November this year. It's called Africa 24. And the idea is rightly to give voice to African people and finally diffuse the knowledge and the beautiful heritage that you have there. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations, toutes tellement intéressantes et diverses. C'est la présentation du collègue Sayed d'Afghanistan qui m'a fait penser à cette difficulté de pouvoir agir quand on est loin. Et ça me fait penser en fait, quand on travaille en général la terre, et c'est ce qu'on voit, ce qu'on a vu, je crois, dans toutes les présentations, il faut être sur place, non? Et donc, je me pose la question, comment pouvons-nous travailler quand on est loin? Parce que ce n'est pas forcément qu'on est loin pour des raisons de guerre ou d'être obligé ou qu'on ne puisse pas être là, mais par exemple, ça m'a fait penser à un moment qu'on est en train de vivre au Pérou. Il y a eu un tremblement de terre très fort dans une petite ville qui est un patrimoine national qui s'appelle Andahuaylillas, où il y a une église magnifique et des maisons coloniales. On nous a appelés, nous on est à Lima, on nous a appelés pour voir si on peut intervenir, si on peut aider. Et ça fait 2 mois et jusqu'à maintenant, on n'a pas pu aller. Donc, et on va y aller maintenant en août et on espère pouvoir aider. Mais donc, on se pose vraiment la question, comment pouvoir agir ou au moins commencer à agir quand on est loin. Donc, c'est un peu une question que je pose à tout le monde. Oui, merci. Merci beaucoup. Comme je parlais dans ma présentation sur l'établissement, création du HPEX, du Cultural Heritage Experts in Exile. So, l'objectif est
ça, en fait, de faire réunir tous les experts qui ont fui l'Afghanistan en 2021 et d'essayer de faire quelque chose de loin. Parce que pour eux, c'est pas possible de rentrer en Afghanistan à cause des raisons de sécurité. C'est vrai qu'être sur place, c'est d'autres choses. Donc, il n'aura pas le même impact comme on travaille de loin. Mais au moins, on essaye de faire quelque chose. Parce que cet expert qui ont quitté l'Afghanistan, ils en avaient travaillé pour des années dans le domaine de la conservation de patrimoine. Et en même temps, ils sont encore en contact avec certains de, moi aussi, certains de nos collègues qui travaillent encore sur place. Donc, c'est à l'aide de ces collègues qui sont en Afghanistan, nous pouvons obtenir les informations mises à jour et de partager avec des organisations internationales qui sont actives dans le domaine de la protection de patrimoine. Donc, et en même temps, de pouvoir former les acteurs locaux, certains de notre collègues qui sont encore en Afghanistan ou d'autres qui les rejoignent au ministère de la Culture et d'autres organisations actives dans le domaine de patrimoine, de les former et de les aider d'agir mieux. Donc, c'était ça l'objectif de penser à créer cette pool of experts in exile. Et à mon avis, pour le moment, le plus important, c'est d'avoir une sorte de pression sur le gouvernement actuel sur place, de faire attention au patrimoine, parce que comme j'ai mentionné, malheureusement, pillage est partout dans le pays et les trafiqueurs des objets archéologiques sont très actifs. Et comme vous avez vu dans les photographes, donc ça c'est la situation réelle et actuelle du site archéologique d'Afghanistan. Merci. Bien, mi pregunta es para Madalena Chenza y Miguel Ferreira y me interesaba saber, quizá no comprendí bien, si los talleres que estaban realizando eran de sensibilización o a medida que iban pasando los años y las generaciones iban profundizando en el conocimiento técnico para las personas locales. As I said in the presentation, we started these workshops to sensibilize the people. Because when I started, you saw it, I was a child, you saw it in the photos. And nobody cared, like it has happened to all of us. Nobody cared about earth construction, nobody cared about earthen houses, nobody cared about the heritage. So we had to start really from zero, from scratch. So what we did was to start making noise, bring people and make noise, say, we exist, we are trying to do something. So this is how it started in the beginning. And this is also why in the beginning we had many locals participating in the activities. Then during the years, I don't know, maybe we have to make some autocritics. We didn't manage to keep this attention alive in the local, but we grew attention elsewhere. So in the very last years, we had more and more Italians, that means non-Sardinians, participants, non-locals, like foreigners, and more foreigners. I mean, more people coming from abroad altogether. And in the very last 2 years, we included this Erasmus, it's called blended intensive program that allowed us to have some little funding
which was not bad, and also to have students from abroad coming. We have a partnership with Sweden, Romania, Spain, Portugal, and this year we had 10 students from Florence added up to our group. We still have people, non-students, non-Erasmus students participating, and we still have mostly professionals, architects. But I have to say, no companies anymore and no workers, which is for me personally, and for us that we are doing these workshops since so many years, a defeat. Because as a result, we don't have works going on in Sardinia. We don't even have a production anymore, what we had in some years, until some years ago. So what we were trying to say in the conclusion is that it's going very good on the one side because we have many, we have the young generation following us with growing interest, but at the same time, we have a descent of interest or less interest by the municipalities that were the ones that we started with. So there we are. We just acknowledge what we are, and we will work to regain interest locally. Yes, Jem, and then we have a question from the remote connection. Oui, oui, comme j'ai dit, on a formé beaucoup d'architectes, d'ingénieurs, d'étudiants aussi, de maçons. Et ça, je vois aussi avec la UNESCO, par exemple, de la construction en terre. Mais ce qui manque, à mon sens, On doit changer le micro, ça marche pas. Bon, on recommence alors. Ça va? Quoi? Ah, c'est... Il faut se déplacer. Ah, Ah bon, ça va. Bon. Donc, oui. Donc, je dis qu'on a formé beaucoup d'architectes, étudiants, ingénieurs, ainsi de suite. On forme moins de maçons, c'est vrai. Je crois qu'avec la UNESCO, le DCA de terre, c'est un petit peu pareil. Et ce qui manque, c'est les liens entre les maçons, les ouvriers et les architectes. Et c'est ce que j'essaie de faire en Inde depuis très longtemps, c'est de monter en fait des réseaux en terre, de construction en terre en Inde. Donc, en fait, je lie les gens, donc, de clients, et de plus en plus. Est-ce que tu peux... Non, prenez... Non, Ah bon. Bon, ça va. Vous m'avez entendu, ça va quand même? C'est bon? Bon. Plus haut. Ah, pardon. Ah oui. On va y arriver. Bon. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire, en fait, c'est de mettre en place des réseaux. Donc, il y a beaucoup de demandes de plus en plus en Inde de gens qui veulent faire à la fois du bloc de terre comprimé stabilisé, mais aussi de la bauge, de la daube, du pisé, du béton de terre coulé aussi. Et donc, j'essaie de les lier avec tous les stagiaires qu'on a formés, dont j'ai encore des contacts, de les lier entre les différents stagiaires entre eux aussi. Parce que bien souvent, quand les gens viennent se former chez nous, ils viennent de la même école, par exemple, d'architecture. Et donc, je les incite à se mettre en réseau, de se mettre ensemble. Et ça marche parce qu'on a des formés, donc Rosie, Paul, par exemple, et Shridevi, elles sont passées chez nous, elles ont travaillé, je crois, 2 ans avec nous. Elles se sont mises ensemble. Rosie et Paul a suivi le DSA Terre. Pareil pour Jérémy Schrotti, qui sont mariés après être passés chez nous. En fait, pardon, on est une agence patrimoniale. Il y a déjà 2-3 équipes comme ça qui sont mariées après être passées chez nous, entre Indiens et Français, entre autres. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'il faut accentuer cet aspect. Il faut aussi mettre en place, donc aussi, ce que j'ai vu, c'est qu'une semaine de formation, c'est très court. Et donc, bien souvent, les gens ont des doutes, et donc on assiste beaucoup les stagiaires qui sont passés chez nous, en leur donnant des enseignements, des aides, en les conseillant pour ci, pour ça, et ça marche après. Un gars qui est passé 1 semaine chez nous, il a construit sa maison en béton de terre coulé. Parce que je lui envoie tous les outils qu'il faut de calcul, les spécifications s'il faut, on teste sa terre s'il faut pour vérifier ce qu'il a fait.
Et aussi, donc, mettre en place un cursus qui soit validé dans le pays où les gens vont travailler. Parce que si on n'a pas de cursus validé au niveau de diplôme qui soit officialisé, ça ne marchera pas. Et aussi impliquer les communautés. Ça, je l'ai vu dans différents pays, au Népal, entre autres, et au Sri Lanka, ça marche très fort. Aussi au Gujarat, après le tremblement de terre. Parce qu'il faut que les gens veulent faire des bâtiments en terre et qu'ils s'y mettent les mains et les pattes aussi. Et ça a marché très, très bien au Gujarat, parce que ce sont les gens eux-mêmes qui ont fait les blocs de terre pour leur maison, ils les ont construites eux-mêmes. Au Sri Lanka, pareil. Et enfin, essayer de convaincre les politiques et les décideurs. Parce que tant qu'ils ne décident pas des choses pour la construction de terre, ça ne se passera pas tellement. Voilà, merci. Merci. We have an intervention from the Zoom call. Hello, this is Fatih Hagi. Thank you for providing We don't this hear. opportunity. Hello? Can you hear me? Yes, Now? now. Yes, yes. Okay, so it really feels great to hear all this conversation and to seeing so many projects from all over the world. So before I started speaking, I was thinking about all over the earth. So when we say that the earth is for poor man's construction material, and in Bangladesh, I was having challenge to establish earth as a material. But there is so many buildings, so many dwellings in Bangladesh made up of different earthen systems. So when my colleagues from Switzerland or Afghanistan and all of you were expressing the same thing, it really the kind of relief. I feel happy that there are other people who feels the same. So this is not really a question. It is kind of a hope. Being in Bangladesh, how can we collaborate with other colleagues in other part of the world? And also to the UNESCO chair, how can we become a member of the Earthen Architecture Initiative from Bangladesh? So and I thank you everyone again for listening to my presentation. And I'm really happy to be here with you all. Thank you. Thank you for your intervention. I think, would you want to answer again? No. Yeah. How to become a member of the church? Yeah, Vasco just answered that question, so you can write her if you have any question. No? Like that. Thank you very much. And if there are no further comments, we will close the session, and Thierry will make some information for the organization of the visit that we have now. Oui, donc juste en deux mots sur la fin de l'après-midi. Donc, pour information, il y a un café qui est prêt. Pendant que vous prenez le café, on a installé une petite librairie pour ceux qui sont intéressés pour acheter quelques ouvrages qui sont disponibles. Donc, vous pouvez voir Brèche Nuance qui s'occupe de ça. Ensuite, donc, on souhaite faire une photo complémentaire à l'extérieur. Donc, si on peut se retrouver juste avant de partir, à quelle heure, Dominique, tu proposes à 4 heures pile? Quelle heure il est là? Dans 10 minutes. Alors, 4h15? Oui. À 4h15, on se retrouve dehors pour faire une photo. Il y a un petit pavillon qui a été fait pas en terre, mais en matériaux de réemploi. C'est un peu le même principe. On récupère des choses sur place. Donc, c'est les nouvelles ressources locales faites par Yannick et Dominique avec un petit groupe d'ingénieurs. Donc, on pourra monter dessus pour tester. On va faire un test en utilisation nature. On est assez nombreux. Bon, si ça tombe, on verra. Hein. Et ensuite, donc, il y aura la visite donc, de la maison 24 heures avec des explications sur comment elle avait été construite et puis qu'est-ce qui a été fait récemment. Donc, Dominique, tu veux en parler? Je te laisse en parler sur l'organisation. Voilà. Pour l'organisation de la visite, donc on partira pile à 4h15 après la photo. C'est
On fera des groupes selon les langues, parce qu'on a la possibilité de faire un groupe en espagnol, un groupe en anglais et un groupe en français. Donc, n'hésitez pas, quelle que soit la langue que vous parlez. On s'y rendra à pied. Alors, moi, je suis en vélo, mais bon, je marcherai à côté de mon vélo. Pour y aller à pied, il y en a pour moins de 10 minutes. On marche en direction du bâtiment rouge que l'on voit au fond du parking. Et après ce bâtiment, on tourne à droite et on devrait voir, si vous avez ajusté vos yeux, le tout petit bâtiment de la maison 24 heures à côté des bâtiments universitaires classiques. Voilà. Donc, il y en a pour moins de 10 minutes à pied. Et donc, n'hésitez pas, quelle que soit la langue que vous parlez, on vous fera le discours en espagnol, en français ou en anglais. Voilà.